Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse d'action. Alors aujourd'hui, on va parler d'une action qui a fait beaucoup parler d'elle c'est ce dernier mois, même je dirais c'est depuis le début de l'année en fait. Donc c'est l'action Ferrari. Alors Ferrari, il faut savoir que actuellement au prix où elle a perdu presque 35% depuis son ATH et je crois qu'à un moment elle était même quasiment à moins 43%. Elle était passée à 280 € à peu près l'action. Aujourd'hui, on est à 310, je crois. Enfin, on va voir ça après. Du coup, voilà, mais elle a quand même perdu pas mal, pas mal niveau prix par rapport à son ATH. Alors, notamment à cause de l'événement récent, donc qui est la présentation de la Ferrari Luce, enfin de son esthétique extérieure, et qui a affolé un peu tous les puristes de l'automobile. Alors personnellement, bon, je trouve qu'elle est pas horrible cette Ferrari, mais je vais rejoindre un peu la masse, c'est-à-dire que ben, elle est pas au niveau d'une vraie Ferrari, quoi. C'est clair que bon, c'est un peu en dessous. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ben, est-ce que le business Ferrari finalement il serait pas menacé à cause de l'électrique et tout ça, donc ben, on en reparlera après. Et la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que le matraquage récent sur Ferrari est-il légitime? Alors dans le cas où vous n'auriez pas vu ce chef-d'œuvre, cette œuvre d'art récent, donc la Ferrari Luce, qui a été faite, qui a été designée par Love From, donc qui est le studio de Johnny Ive, qui est en gros l'ancien designer d'Apple, donc celui qui a fait tout ce qui est iPhone, Mac et tous ces trucs-là. Donc voilà, bon bah la Ferrari. Alors autant de face, je trouve qu'elle est pas forcément horrible, même si les essuie-glaces sur le côté, c'est un peu, c'est un peu chelou, mais bon. De face, voilà, c'est juste, effectivement, ça fait peut-être pas très Ferrari, surtout qu'en fait, il y a pas de signature lumineuse. En fait, on voit vraiment que ça fait un design, iPhone, parce que, c'est tellement, épuré et simple qu'au final, je trouve qu'on en perd un peu l'intérêt d'une Ferrari qui, en général, a quand même une belle ligne. L'arrière, bah, j'aime pas trop, hein, je trouve qu'il est, qu'il est juste, très gros et en plus, les feux, je les trouve très bas. Et puis voilà, bah, quand on voit le côté, en fait, ça fait vraiment, grosse voiture. Bah, c'est le problème des voitures électriques, hein, de manière générale, c'est que ça a des designs qui sont un peu, enfin qui apporte rien quoi, donc pas fou. Et par contre la grande nouveauté et moi ce que j'aime beaucoup je trouve c'est l'intérieur. Alors autant l'extérieur, j'aime pas du tout, mais alors l'intérieur je le trouve, quand même super bien réussi et franchement ouais c'est un bel intérieur, hein. Personnellement quand j'ai vu l'intérieur je me suis dit: «Putain j'aimerais bien avoir une Ferrari». Et blague à part, je vous mets ici la version de Laurent Schmitt, voilà, qui est un designer automobile sur YouTube, qui a fait sa propre version de la Ferrari Luce. Donc en gros, ben, sur Photoshop, il a modifié un peu les traits, il a un peu rabaissé le toit, etc. Et bah, comme on voit, sans modifier non plus grandement, enfin, il a pas non plus tout modifié, mais je veux dire, ça fait déjà un rendu qui est quand même vachement plus proche d'une vraie Ferrari que ce que Ferrari propose à eux-mêmes. Donc bon, c'est assez étonnant. Ah, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, vous voyez un peu. En tout cas, je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez avoir l'avis d'un spécialiste sur le design de la Luce. Alors, on va parler maintenant directement de Ferrari et comprendre un peu qui ils sont, ce qu'ils font et leur business model. Alors, il faut savoir que Ferrari, c'est une large cap de 65 milliards d'euros qui est cotée à la fois à la bourse italienne et à la bourse new-yorkaise. Donc voilà, vous pouvez l'acheter soit en dollars, soit en euros. Évidemment, nous, comme on est européens, on n'a pas trop d'intérêt d'acheter en dollars, mais potentiellement, peut-être que vous êtes suisse et que vous préférez être coté en dollars. Donc voilà, si jamais il y a les options, les deux options sont valides. Donc Ferrari, qui sont-ils? Alors, faut savoir que Ferrari, bon, bah, ça a été créé par Enzo Ferrari en 1939 à Maranello en Italie. Donc je pense que bah, Enzo Ferrari, si vous vous intéressez aux voitures, vous connaissez forcément son nom. Faut savoir que bah, c'est une des écuries, voire peut-être même l'écurie la plus légendaire de l'histoire, et qui a aussi également bah, le leader absolu du luxe, on va dire, automobile. Enfin, quand je dis leader absolu, il y a des marques très très cool, mais les plus connues, c'est clairement Ferrari. Et du coup, bah, leur gros point fort, c'est justement que leur business model est complètement différent, comme on le verra après, par rapport à une marque de voiture traditionnelle. Il faut savoir qu'à la base, Ferrari, elle a été née pour la compétition, enfin, elle a été créée par pour la compétition, et la vente de voitures de route, c'était plus par contrainte pour financer l'écurie de compétition. Donc en fait, c'est un peu comme ça que Ferrari marchait à l'époque, c'est vraiment qu'ils finançaient bah, la compétition grâce aux modèles vendus. Aujourd'hui, évidemment, vous en doutez, la marque a quand même un peu changé, parce que leur but maintenant, c'est plus de gagner en course, c'est de faire du fric. Ou en tout cas, ils essaient de gagner en course, mais dernièrement, c'est pas très très glorieux. À part Hamilton, je crois qu'il a gagné il y a pas longtemps, pour la première fois avec Ferrari, mais ça faisait quand même plusieurs années enfin plusieurs, ouais, quasiment plusieurs années, je crois que Ferrari avait pas gagné un Grand Prix. Et du coup, oui, donc c'est clairement une marque qui s'est orientée vers la vente et le premium. Et d'ailleurs, ah bah, en général, les gens qui achètent une Ferrari, ils achètent pas un moyen de transport, ils achètent surtout un statut social, parce que bah,
c'est un bien, on va dire, d'identification, une Ferrari, hein. Forcément, quand vous roulez en Ferrari, vous êtes directement identifié comme multimillionnaire et comme quelqu'un qui, on va dire, a réussi sa vie. Enfin, réussi sa vie sur le terme financier, parce qu'il y a quand même d'autres critères pour réussir sa vie. Alors du coup, que font-ils? Bon, bah, ça évidemment, vous le savez, hein, ils conçoivent, des automobiles, qui sont considérées comme des œuvres d'art, mécaniques, notamment avec le fameux V12. Alors dernièrement, ils font aussi des V6 hybrides et je crois qu'ils ont même fait du V8, mais à la base, leur moteur vraiment historique, c'est le V12. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est une marque, qui, en fait, orchestre elle-même la rareté, à tel point que les modèles d'occasion sont plus chers que les modèles, en général, que les modèles, vendus neufs, ce qui est extrêmement rare pour de l'automobile. En général, je pense que vous le savez, mais une voiture classique, on va dire, quand vous l'achetez neuve, par exemple, vous l'achetez, 40 000 € neuve, ah bah, en fait, les premiers kilomètres que vous allez rouler, elle va perdre, je crois, quasiment 30 de sa valeur, directement, le simple fait de rouler. Alors que bah, Ferrari, pour le coup, c'est l'inverse. Enfin, évidemment, faut pas la rouler trop, mais je veux dire, sur le long terme, la voiture a tendance à s'apprécier, alors qu'une voiture standard, en fait, bah, va coûter de moins en moins cher, et au final, vous allez perdre de la valeur en achetant une voiture neuve, alors qu'une Ferrari, le but, c'est aussi d'avoir un placement financier. Alors pour comprendre Ferrari, donc faut comprendre comment ça fonctionne, quel est son business model exact, et il faut savoir que Ferrari, bah, contrairement à un constructeur automobile comme, Toyota, ou même, Renault, son business model s'apparente beaucoup plus à celui d'un Hermès et même j'irais dire jusqu'à plutôt un Rolex en fait. Parce qu'à l'image de Rolex, eh bah, il faut être client de plusieurs modèles basiques, pour prétendre à mieux. Donc par exemple, bah, si vous allez chez Rolex, il y a des montres qui commencent à 6 000 €, je crois les entrées de gamme, on va dire. Et en fait, bah, vous pouvez aller jusqu'à des modèles qui vont coûter, plus de 100 000 €, voire même, je pense, certains qui dépassent le 1 000 000 en occasion. Ça, faut vérifier, mais en tout cas, vous m'avez compris. Donc, vraiment, le but, bah, c'est d'accumuler un maximum de montres pour, au fur et à mesure, devenir un client fidèle et avoir plus. Et bah, Ferrari, c'est exactement pareil. Donc, vraiment, ils ont un système de récompense qui est basé sur la participation aux événements, la fidélité et la discrétion. Et d'ailleurs, il faut savoir que pour ces modèles prestigieux, c'est Ferrari qui vous contacte et pas l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, pour les modèles les plus hauts, type, la F80, ah bah, en fait, c'est pas vous qui allez pouvoir décider si vous allez l'acheter ou pas. Vous pouvez être, l'homme le plus riche de la terre. Si Ferrari décide que vous n'avez pas le droit de l'avoir, bah, vous ne l'aurez pas. Donc en fait, c'est un peu une sorte de système de femme fatale, on va dire, Ferrari, où, ils frustrent leurs clients volontairement pour qu'ils achètent plus de modèles de standard, pour ensuite un jour pouvoir espérer prétendre au meilleur modèle. Ensuite, chose à savoir, mais Ferrari, la plupart du temps, quand ils montrent, enfin je dis la plupart du temps, en fait c'est tout le temps, mais quand ils dévoilent un modèle au grand public, parmi les modèles, on va dire, limités et les hypercars, elles sont déjà 100 vendues. Donc là, je parlais de la F80, je crois qu'il y a eu 800 exemplaires à peu près, et les 800 étaient déjà vendus avant même que Ferrari la dévoile au grand public. Donc c'est pour montrer à quel point, ils ont une base de clients qui est quand même fidèle et qui est prête à lâcher quand même, je crois que c'est 3 600 000, quasiment pour la F80. Donc, quand Ferrari vous contacte, en fait, c'est tellement un privilège que vous êtes presque obligé d'accepter d'acheter la Ferrari qu'ils vous proposent, presque par politesse et pour rester bien vu par la marque. Donc, c'est quand même assez fort. Autre gros point clé de Ferrari, bah, c'est que le billet d'entrée, il est à 240 000 € minimum. C'est-à-dire que la première voiture de base, sans option, sans rien, est à 240 000 €, ce qui fait que bah, c'est potentiellement un des produits, voire peut-être même la marque qui propose le produit le plus cher de base. Alors quand je dis marque, je parle, pas forcément, je compare pas à des Koenigsegg, des Bugatti, etc., mais je veux dire parmi les marques, cotées, en bourse et on va dire accessibles, enfin plus accessibles niveau luxe, bah, c'est quand même pas si accessible que ça quand on s'en rend compte. Et enfin, faut savoir que Ferrari fonctionne avec un système de blacklist, donc le retour un peu, comme je disais, de la femme fatale. Et voici d'ailleurs quelques critères. Donc par exemple, le flipping, donc c'est-à-dire la revente pour plus-value, c'est-à-dire que si Ferrari vous leur achetez une voiture qui est rare, type bah, la F80, et que vous la revendez 2 ans après pour faire une plus-value, bah, en fait là vous êtes sûr d'être blacklisté direct. Pareil, on n'a pas le droit de refuser le droit de regard de Ferrari, c'est-à-dire que vous devez d'abord vendre en priorité à la marque si vous voulez vendre votre voiture, plutôt que de la vendre ben, comme ça sur le marché de l'occasion. Donc bah, pareil, Ferrari décide en fait, même une fois que les modèles sont vendus, Ferrari a la main mise dessus un peu, ce qui est quand même bah, assez fou, hein, mine de rien. Pareil, les modifications type m'as-tu vu, donc Mansory, Liberty Walk, etc., sont très très mal vues par la marque et du coup, bah, en général, vous êtes pareil blacklisté. Pourquoi? Parce que Ferrari a une très forte estime de soi, on va dire, enfin des modèles qu'ils vendent. Et pour eux, quand ils vous proposent un modèle, c'est déjà quasiment la perfection. Donc le simple fait de faire un kit carrosserie dessus, c'est comme si vous manquiez de respect à la marque en insinuant qu'en fait le travail n'a pas été fait correctement. Alors après, bon, bah, j'allais dire ça, c'est comme beaucoup de marques, mais vous n'avez pas le droit de négliger ou de dénigrer publiquement Ferrari. Voilà, faut toujours avoir de la retenue. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle, c'est que quand on voit
certaines personnalités, qui possèdent des Ferrari, qui vous parlent de la Luce, étonnamment, ils vont rien dire de spécial, de méchant dessus, hein. C'est-à-dire que, hormis l'ancien PDG de Ferrari, qui lui, on va dire, se permet de le dire, les clients, ils vont pas le faire parce qu'ils savent très bien que s'ils disent du mal de la Luce, ils risquent de se faire, rapidement blacklist, donc c'est assez rigolo, en fait. Et pour finir, une chose qui est punie par Ferrari, c'est le manque de standing et d'image publique. Donc c'est-à-dire que, par exemple, je crois que si vous posez sur, votre Ferrari assis, sur Instagram, vous prenez une photo où vous êtes assis sur le capot, et beh, je crois que Ferrari peut carrément vous blacklist, juste pour ça. Il me semble que j'avais entendu un cas, dans ce style, donc vraiment ça rigole pas trop et on voit qu'ils plaisantent pas avec leur image, hein. Alors avant, je vous parlais un peu de ce fameux système de récompense. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie chez Ferrari. Alors je l'ai établi en 4 gammes. Alors ça, c'est pas le truc, vraiment officiel, mais on va dire que c'est plus moi. Donc là, je vous ai mis les modèles, vous pouvez les regarder exactement si vous voulez, mais comme on voit, vous avez d'abord l'entrée de gamme, donc ça, c'est vraiment les premiers modèles qui vous permettent d'être client Ferrari, en venant de nulle part, donc c'est-à-dire, bah, les Ferrari qui commencent à 240 000 avec l'Amalfi, et du coup, bah, prochainement, il y aura la Luce qui sera à 550 000 €. Mais voilà, donc des modèles qui sont vraiment, entre guillemets, c'est un peu les modèles, basiques Ferrari, c'est déjà fou d'avoir une Ferrari, mais là, c'est vraiment les modèles de base. Ensuite, vous avez la gamme V12 et Prestige, donc là, bah, par exemple, vous avez, la Ferrari, 12 Cilindri qui est à 400 000 € quasiment. Là, en général, il faut posséder une à 3 Ferrari, de la gamme d'avant pour, pouvoir y prétendre. Ensuite, les séries, spéciales, donc là, on a par exemple le Puro Sangue et la, 296 Speciale. Donc là, il faut avoir entre 3 et 5 Ferrari, hein. Et pour finir, vous avez les hypercars et la gamme Icona, donc là, c'est vraiment le saint graal de Ferrari et comme on voit, beh, les prix, ils sont d'un autre calibre parce qu'on commence avec des voitures qui sont à 2 millions d'euros et qui peuvent aller donc jusqu'à 3,6 millions pour la F80 et là, bah, faut vraiment être un client très, très fidèle de Ferrari. Alors, j'ai mis 5 et plus, mais je pense que, par exemple, un modèle comme la F80 qui est limité à 800 exemplaires, les gens qui peuvent y prétendre, ils doivent déjà avoir, quasiment 10 Ferrari dans leur garage et être clients depuis plusieurs années pour l'avoir. En ce qui concerne les chiffres donc, qui alimentent, cette fameuse rareté, il faut savoir que, actuellement Ferrari limite la production à 14 000 exemplaires depuis peu. Dans les années 2000, il l'a limité à 7 000. Finalement, ils les ont un peu augmentés et au fur et à mesure et là, on arrive au palier qui se sont fixés, qui est de entre 13 500 et 14 000, voitures par an. Sachant qu'il faut savoir que sur ce nombre de véhicules, il y en a 80 % qui sont dédiés à la gamme la plus accessible pour faire de la trésorerie et pour justement, bah, attirer de nouveaux clients et à l'inverse, il y a seulement 20 % maximum qui sont dédiés aux séries, spéciales et aux hypercars. Alors là, pareil, je vous ai mis un petit chiffre qui est quand même, on en reparlera après quand je vais analyser sur Bagger, mais la marque fait 22 % de marge nette, ce qui est énorme pour l'automobile. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un constructeur type Toyota ou Ford, on est plutôt aux alentours de 5 ou 6 % de marge nette. Donc 22%, bah, vous imaginez, c'est quand même fou, hein, franchement, pour une marque de l'automobile. Et d'ailleurs, j'ai mis cette fameuse citation d'Enzo Ferrari que je trouve est très révélatrice de la vision Ferrari. C'est produire toujours une voiture de moins que la demande du marché. Voilà. Et bah, forcément, en faisant ça, vous alimentez la rareté et la convoitise. Et ce qui fait que vous pouvez fixer des prix, bah, comme on a dit, de 240 000 € en entrée de gamme pour vos voitures, tout simplement parce qu'elles sont tellement désirées que vous aurez forcément quelqu'un qui la voudra, malgré que le prix soit élevé. Alors pour comprendre un peu mieux d'où vient le chiffre d'affaires de Ferrari, je vous ai mis ce petit camembert magnifique aux couleurs de Ferrari pour comprendre sur 100 € gagnés, en fait, d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc sur 100 € gagnés, vous en avez 65 qui vient de la vente de voitures neuves, donc c'est vraiment les 2 tiers du chiffre d'affaires. 15 € qui vient, des options de personnalisation, qui est le gros de la marge. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez une Ferrari, ben, le prix de base, vous pouvez rajouter facilement, enfin 50, voire même, j'allais dire, jusqu'à peut-être 300 000 € de personnalisation en fonction de ce que vous faites dessus. Et en général, les clients achètent des Ferrari très personnalisées parce que, ben, ils veulent avoir une Ferrari qui se démarque du lot et ça, Ferrari l'a bien compris, ce qui fait qu'ils arrivent vraiment à vendre des voitures très, très chères, et ça, l'avantage, c'est que, bah, pour eux, ça coûte pas grand-chose, par exemple, de changer une peinture, alors que le client, il va payer, très, très cher pour faire ce genre d'option. Ensuite, vous avez une partie minime qui vient de l'entretien. Alors, faut savoir qu'une Ferrari, quand vous l'achetez, vous avez l'entretien qui est offert pendant les 7 premières années, ce qui fait que, bon, bah, forcément, ça représente une part minime dans le chiffre d'affaires, mais je l'ai quand même noté parce que c'est quand même à prendre en compte. Et pour finir, vous avez quand même 16 €, donc 16% qui viennent du sponsoring, de la Formule 1 et des produits dérivés, donc c'est-à-dire les royalties. Un exemple, on va dire concret, c'est les modèles Ferrari Lego. Bah, c'est-à-dire que quand vous achetez un Lego, pardon, enfin une Ferrari en Lego, bah, vous allez, directement payer enfin Lego va reverser une royalties à Ferrari et donc, bah, ils vont gagner de l'argent aussi comme ça.
Alors on se retrouve sur Bagger maintenant pour parler un peu des chiffres. Donc voilà, comme vous pouvez voir, Ferrari, alors je me suis trompé tout à l'heure, elle coûte actuellement 322 €. Alors il faut savoir que j'enregistre la vidéo, 1 semaine avant qu'elle sorte, donc peut-être que ça aura varié d'ici là. Mais en ce moment, comme on voit, bah, elle fluctue plutôt pas mal. Enfin, elle a touché un plus bas, je crois, à 280, ouais, 279, même 275 en mars. Donc là, c'est vrai que ça aurait été un point d'achat quand même très intéressant pour cette marque. En ce qui concerne la comparaison par rapport au S&P 500, bah, comme on voit, elle explose le saint graal plutôt bien parce que bah, depuis qu'elle a été introduite en 2016, ah non, en 2012, je crois, pardon, c'était, je me mets en max. Ah non, 2016, pardon. Bah, depuis qu'elle a été introduite en 2016, elle bat le S&P 500 très très largement. Donc, bah, elle a fait quand même quasiment 22% de croissance CAGR annuelle. Donc, franchement, bah, c'est une super bonne performance. Et c'est vraiment une très belle marque, et d'ailleurs, enfin une très belle boîte, pardon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est notée 17 sur 20 sur Value. Alors, pour la partie quantitative, comme on voit, je vais me mettre sur le début, donc depuis 2012. Alors là, pour le coup, on a des données référencées depuis 2012. Je pense que c'est depuis la scission avec Fiat, mais je suis pas sûr. Et donc, bah, comme on voit, on a un chiffre d'affaires qui, globalement, depuis 2012, a augmenté de quasiment 9% de CAGR annuel. Donc, bah, c'est quand même une bonne augmentation. Alors, c'est pas une augmentation explosive, mais pour une marque qui limite autant ses modèles, etc., c'est plutôt pas mal. Sachant que par contre, là où il faut se méfier, c'est que comme je le disais, la marque a augmenté son nombre de modèles pour passer de 7000 à 14000. Et ce levier-là, il va être quand même, a priori, il va être gelé pendant les prochaines années, puisque elle prévoit pas d'augmenter à nouveau son nombre de modèles, tout simplement parce qu'elle ne veut pas perdre ce côté rareté. Et si vous commencez à vendre des Ferrari, alors moi je pense qu'elle se vendrait quand même, hein, même si vous mettiez 30 000 Ferrari, elle garderait de la valeur, mais on va dire que Ferrari, pour justifier son business model et sa rareté, ils veulent pas ouvrir les valves, même s'ils auraient carrément les moyens de le faire. Et donc, faudra voir comment le chiffre d'affaires évolue dans les prochaines années. D'après les prédictions, on serait à 9,7 milliards pour 2030. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, il faut savoir que le levier, ça va être surtout vis-à-vis de l'augmentation des prix des véhicules. Niveau bénéfice, bah pareil, on a à peu près le même schéma, hein, comme on voit, c'est beau, quand ça monte comme ça, on est content. Le free cash flow, pareil, qui a une belle croissance, sachant que si je prends depuis 2025, depuis 2012 pardon, jusqu'à 2025, on a quasiment 15% de free cash flow annuel. Et si on prend même depuis 2021, on est à 19%, donc franchement, le free cash flow qui augmente bah, presque de 19% par an depuis les 4 dernières années, c'est quand même très très beau. En termes de revenus géographiques, alors on dépend beaucoup à 70%, 72 même quasiment, on dépend de l'Europe et des États-Unis. Ce qui fait que, bah, comme, enfin, qui dit qu'on dépend beaucoup des Europes et des États-Unis, veut dire qu'on a un marché asiatique à conquérir. Et du coup, je pense d'ailleurs que c'est aussi la raison pour laquelle la Luce existe. C'est que pour moi, c'est une voiture qui n'est pas destinée au marché européen, elle est destinée au marché asiatique. Et d'ailleurs, il faudra voir comment s'établissent les ventes de cette voiture. Mais je pense qu'il y aura plus de ventes de Luce en Asie qu'en Europe. Après, je peux peut-être me tromper, mais à mon avis, si Ferrari le voit comme ça, c'est ce qui devrait arriver. Niveau marge, alors comme je disais, on a 22% de marge nette. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, elle est en croissance. C'est-à-dire que depuis 2016, eh ben, on augmente. Sachant qu'en plus, l'écart entre la marge brute et la marge nette, il est quand même assez important. Ce qui fait que bah, pour peu que Ferrari arrive à centraliser ses coûts, etc., bah, ils peuvent augmenter la marge nette et peut-être un jour la faire arriver à plus de 25%. Donc ce serait quand même très très intéressant. Ensuite, comme on voit, ils font aussi un peu de rachat d'actions. Alors c'est léger, hein. Ils ont fait 6% sur les 10 dernières années. Mais bon, c'est toujours ça à prendre en compte. Et niveau dividende, ils versent aussi un dividende, on le verra après. Euh, enfin, on en parlera juste après. En ce qui concerne la santé financière, bah, c'est une boîte qui est en très très bonne santé. Elle peut rembourser sa dette en moins d'une année, hein, en une demi-année. Comme on voit la trésorerie, bah, pareil, elle est en constante augmentation. La dette, à l'inverse, elle est plutôt stable. Elle est aux alentours des 3, on va dire, depuis quasiment 2020. Elle est aux alentours des 3 milliards pardon, de dette. Donc, voilà, on va dire que c'est plutôt propre, la dette est maîtrisée. Niveau dividende, c'est ce que je disais avant, mais actuellement le payout, enfin le payout ratio, il est de 18%, donc ça fait qu'en fait Ferrari utilise pas beaucoup de son cash pour le payer, donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'ils peuvent l'augmenter facilement dans les années à venir. Actuellement, si vous achetez une action Ferrari, donc 320, enfin si vous achetez 100 € en fait d'action Ferrari, vous aurez un peu plus d'1,10 € de dividende, donc bon, c'est clairement pas une société à acheter pour les dividendes. Mais c'est toujours ça à noter, voilà, ça vous fait quand même 1% de performance en plus par an grâce à ces dividendes. Et bah, la bonne nouvelle, c'est que comme je disais, ils peuvent augmenter leur dividende assez facilement vu que le payout ratio, il est seulement de 18%, contrairement à certaines boîtes pure dividende où il est des fois à 80 voire plus.
Alors en ce qui concerne les résultats, je vais pas m'attarder sur les prévisions de chiffre d'affaires futurs et des prévisions d'earn per share parce que, bah, ça, on verra en temps réel. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est est-ce que, la boîte arrive à battre, les prévisions des analystes et comme on voit, bah, depuis, depuis 2024, bah, globalement, ils ont battu à chaque fois les prévisions et donc si je mets depuis 2016 et ben, on peut voir que 85 du temps, ils battent, les prévisions donc bah, ça, c'est un très bon indicateur aussi. C'est-à-dire qu'en général, Ferrari fait mieux que ce qu'on espère. Donc bah, pareil, c'est vraiment un très bon critère à prendre en compte. Alors on va maintenant passer à la valorisation. Je ne m'attarde pas sur la partie société parce que bah, ça en général c'est des choses que je vous invite à retrouver vous-même sur Bayer parce que c'est quand même assez long à lire. Et en fait dans mes analyses que je fais dans mes slides, bah, j'en remets une bonne partie donc ça ce sera un peu de la redite. Comme on voit, alors j'ai fait un scénario de croissance qui est, on va dire, très conservateur. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une croissance CAGR annuelle de 9% du free cash flow. Pourquoi 9%? Tout simplement parce que bah, quand on se base sur l'évolution du free cash flow depuis 2016, alors je pourrais me mettre ici, voilà, on est plus aux alentours de 10%. Moi, j'ai pris 9% parce que je préfère être un peu plus vigilant plutôt que des fois être trop optimiste. Donc en prenant 9% et en mettant un multiple final de 32, qui est légèrement en dessous donc, que sa médiane historique, on arriverait à un prix juste qui serait de 306 €, ce qui veut dire qu'actuellement on est trop cher, pour atteindre un prix de 513 € en 2031, ce qui donnerait un rendement par rapport au prix actuel, c'est-à-dire si vous l'achetez là aujourd'hui 322 € et qu'on arrive effectivement à ce scénario de prix, ça ferait un rendement de 10,90% par an. Alors 10,90% par an, c'est un truc qui est très bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez rigolo parce qu'avec l'IA, depuis 4 ans, on a l'impression que faire du 10% annuel, c'est nul. La vérité, 10% annuel, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que pour, déjà conserver son patrimoine et en plus même, l'augmenter, vous faites du 11% quasi parce que là, c'est quasiment 11% par an. C'est très, très bien. Donc franchement, moi, je pense que ça reste quand même une valeur intéressante pour de la croissance. La seule chose, c'est que personnellement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des meilleures opportunités sur le marché, pas forcément dans le monde du luxe, mais je veux dire dans d'autres secteurs et personnellement, bah, vous le verrez à la fin, mais je préférerais attendre que l'action rebaisse si je devais entrer dessus, pour avoir, bah, plus de 12 ou 13% de rendement estimé, qui est le rendement que je cible sur, mes analyses, Bayer. En tout cas, si jamais on faisait un scénario où on augmente, par exemple, de 14% le free cash flow annuel, là, comme vous pouvez le voir, on serait plutôt sur du 16% de rendement par an, ce qui est énorme et effectivement l'action serait sous-cotée. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce scénario-là? Tout simplement parce que pour moi, le levier, comme je disais avant, d'augmenter le nombre de productions, enfin le nombre de voitures produites, bah, pour l'instant, il arrive à bout. C'est-à-dire que Ferrari ne prévoit pas de l'augmenter. Alors la question, c'est quand, enfin, je pense qu'il y a un moment où ils augmenteront, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et du coup, bah, moi, je ne veux pas prendre le risque de me baser sur le passé où ils ont pu augmenter le nombre de véhicules produits. Donc, je préfère mettre du 9% en me disant qu'il y aura simplement le prix qui va augmenter des véhicules vendus et peut-être les marges pour arriver à ce résultat. En ce qui concerne les ratios, actuellement, elle se paye quand même assez cher. Alors évidemment, comme c'est une marque dans le luxe, bah, ça se paye toujours cher. Elle se paye 36 de PE quasiment. La grosse crainte personnellement que j'ai, même si je pense que ça n'arrivera pas, mais il faudrait pas que cette action, à cause de l'électrification, soit rebasculée en valeur, on va dire, enfin, automobile plus que luxe. Normalement, ça devrait pas être le cas, mais on sait jamais. Et du coup, j'espère qu'elle ne perdra pas son premium sur le long terme, parce que bah, des fois, juste avoir une diminution de PE, bah, ça compresse le prix. Et en fait, vous vous retrouvez à faire une performance beaucoup moins bonne, tout simplement à cause des ratios. Chose à savoir, c'est qu'actuellement, quasiment tous les ratios sont dans le vert, c'est-à-dire qu'en gros, bah, c'est moins cher que ce que vous aviez historiquement, légèrement moins cher. Par exemple, le prix sur Free Cash Flow, il est autour de 31. La médiane, elle était de 38, donc voilà, c'est légèrement moins cher. Personnellement, je pense qu'elle reste quand même un peu chère. Elle est dans une phase, on va dire, où elle n'est pas au plus bas historique, mais voilà, comme je disais avant, moi, je pense pas rentrer dessus par rapport à cette valorisation actuelle. Alors maintenant qu'on a vu la partie chiffres, on va retourner un peu sur le narratif. Donc pour l'instant, on va parler des craintes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des craintes? Bah, en un mot, l'électrique. Tout simplement parce que Ferrari va devoir va devoir sortir de sa zone de confort qui était de faire des moteurs thermiques pour produire des voitures électriques à cause bah, des contraintes européennes et évidemment bah, de l'objectif moins d'émissions carbone. Ce qui fait que la plupart des gens se posent des questions si Ferrari sera à la hauteur du défi et surtout s'ils pourront toujours justifier les prix de ces voitures-là avec des technologies qui finalement sont beaucoup plus accessibles. Parce que quand on voit que des voitures chinoises arrivent à faire 1000 chevaux et coûtent 100 000 balles, bah, est-ce que c'est légitime de vendre une Ferrari à 550 000 € qui a des performances similaires, voire peut-être même, pourquoi pas, moins bonnes en fait. Donc ça, c'est le grand débat. Faut savoir aussi que malheureusement, bah, à cause des contraintes de l'électrique, les designs vont être de moins en moins iconiques
de moins en moins. Peut-être qu'ils arriveront à faire des designs iconiques, mais en tout cas, ce qu'on voit de manière générale pour les constructeurs, c'est que les designs sont moins iconiques. Tout simplement parce que comme vous mettez les batteries dans le plancher, bah, ça fait que la hauteur du véhicule global, elle est rehaussée et pour une voiture de course, bah, c'est pas bon. L'autre chose qui a quand même le point négatif, c'est que Ferrari joue beaucoup sur le côté rareté et qu'en général, quand on achète une Ferrari, bah, c'est un objet qui, un peu comme un bon vin, s'apprécie dans le temps. Et sauf qu'avec une voiture électrique qui, en fait, a une obsolescence qui est quand même vachement plus significatif qu'un modèle thermique, bah, la question c'est est-ce que les voitures électriques arriveront à garder cette valeur-là? Ou si par exemple, si vous achetez votre Ferrari Luce à 550 000 euros, est-ce que dans 10 ans, finalement, elle ne vaudra pas plus que 150 000 euros ou 200 000 euros parce que bah, la batterie sera déjà plus abîmée, parce que il y aura des modèles avec plus d'autonomie, moins lourds, enfin. C'est le gros problème de cette technologie avec l'électrique, c'est qu'en fait, bah, comme la technologie progresse chaque année, bah, les modèles qui sortent aujourd'hui décotent très très vite. Et d'ailleurs, ça c'est pour toutes les marques, et Ferrari malheureusement risque de ne pas y échapper. Tout ça fait que bah, ça pourrait faire un effritement du pricing power avec l'électrique, qui est quand même le levier principal actuellement de Ferrari pour augmenter son chiffre d'affaires dans les années à venir. C'est-à-dire que Ferrari va être, à un moment, Ferrari va être face à un mur. C'est-à-dire que soit les voitures électriques se vendent bien et ils peuvent se permettre de continuer cet aspect rareté et de ne pas produire beaucoup mais de miser sur le prix, soit ils pourront pas les vendre au prix actuel, donc à 500 000 euros, et dans ce cas-là, bah, il faudra qu'à un moment ou à un autre, ils augmentent leur capacité de production s'ils veulent continuer à faire croître tout simplement leur chiffre d'affaires. Mais qui dit augmenter la production dit que potentiellement vous fragilisez votre système de valeur et de rareté sur le long terme. Et le dernier point, je dirais, bah, c'est par rapport à l'image de marque en elle-même, c'est-à-dire que la disparition du thermique, c'est la disparition du mythe Ferrari, parce que Ferrari, ça a toujours été des gros moteurs, des gros V12, et d'ailleurs, bah, Enzo Ferrari lui-même disait, je construis des moteurs et après j'y mets des roues, ce qui en gros veut dire que le reste, il s'en branle, pardon du terme. Lui, ce qu'il veut, c'est juste construire son V12, et après la carrosserie et les pneus, c'est presque secondaire. Et forcément, bah, avec une voiture électrique, ce mythe-là, il est complètement gommé. Et donc ces craintes qu'on avait depuis plusieurs temps ben, sont un peu arrivées avec la Luce. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais en début de vidéo, mais c'est un design d'Apple fait par des geeks. Sauf qu'un iPhone n'est pas une Ferrari, c'est-à-dire que Ferrari, la manière dont ils ont pensé cette Ferrari, ils ont d'abord pensé l'intérieur, donc l'habitacle, un peu comme on pourrait penser les composants pour un iPhone, et ensuite la coque, c'est juste le truc qui englobe le tout. Et là, c'est pareil pour la carrosserie, ce serait juste qui englobe, entre guillemets, la pépite qu'est l'habitacle. Sauf que le souci, c'est qu'une Ferrari, à la base, le design joue énormément parce que bah, on reconnaît une Ferrari à son design. Et forcément, bah, si vous faites une voiture qui est standard et qui fait penser à une voiture chinoise BYD, c'est un peu compliqué pour le mythe de la marque, encore une fois. Également, il y a la peur de la perte d'agilité à cause du poids. Alors ça, bon, faut voir, je pense que Ferrari, ils sont pas bêtes non plus, hein. Ils ont fait sûrement une voiture. À mon avis, cette voiture sera très performante et sera très agile quand même, malgré qu'elle fasse 2 tonnes 4. Pourquoi? Parce que bah, ils vont jouer sur l'aérodynamisme et toutes ces choses-là pour essayer de compenser un maximum le poids. Après, forcément, ce sera sûrement moins optimisé qu'une Ferrari type F80 et tout, mais bon, à voir ce que ça peut donner. L'autre peur également par les puristes, bah, c'est la peur de la perte de sensation, parce que ben il y a plus ce côté odeur de l'essence, le bruit, euh, le côté mécanique, hein, tout simplement. En fait, c'est un peu la perte de l'âme. Enfin, je vais comparer ça à une montre. Vous prenez une montre qui marche avec un mécanisme qui est sophistiqué, etc. Bah forcément, ça fait bien plus rêver qu'une montre à pile qui en plus s'affiche l'heure de manière digitale. Donc, bah, c'est un peu le défi avec Ferrari, quoi. Et surtout que le gros souci de Ferrari, c'est que malgré le fait qu'ils font eux-mêmes toute leur propre technologie, bah, pour l'instant, ils n'ont pas amené une vraie rupture technologique. C'est-à-dire que cette voiture-là n'a rien d'exceptionnel. Elle a 530 km d'autonomie, ce qui est, on va dire, correct, mais qui est pas fou non plus. Sachant qu'en plus, à mon avis, vu les performances, les 530 km, ils vont vite fondre comme de la neige au soleil dès qu'on tape dedans. Donc, bah, faudra choisir entre soit se faire plaisir à conduire une Ferrari, soit à vouloir faire un long trajet avec sa famille pour emmener d'un point A à un point B. Et pour finir, bah, le gros problème de tout ça, c'est le prix, qui est jugé beaucoup trop haut. En tout cas, si on fait un rapport qualité-prix, c'est clair qu'elle vaut pas 550 000 euros. Et du coup, on en vient alors, pourquoi est-ce que Ferrari a fait cette Luce? Et ben moi je pense qu'en fait la Luce elle sert tout simplement à tester les nerfs un peu des clients et à tester l'élasticité du marché Ferrari.
C'est une sorte de provocation, hein, je parlais de la femme fatale avant. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que même s'ils la mettent 550 000 €, moi je suis sûr qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Déjà pour être bien vu auprès de Ferrari et remonter un peu dans la liste des clients sur les listes d'attente et potentiellement s'ils arrivent à en vendre même 1000 par an, bah, ils seront tout simplement très satisfaits de ce modèle et je pense pas que ce soit un modèle qui ait vocation à être, le modèle le plus produit par cette marque tout simplement. Également, on va en parler après, mais il faut savoir que Ferrari a un but quand même de diversifier sa gamme, pour proposer de plus en plus de modèles, différents pour, bah, des types d'usages. Bah, par exemple, on a eu le Puro Sangue avant qui est un SUV en fait et Ferrari n'avait jamais fait de SUV, hein. C'est un sacrilège presque quand le Puro Sangue est sorti et pourtant aujourd'hui on le voit, le Puro Sangue c'est la voiture la plus demandée par, les gens qui veulent acheter une Ferrari, tout simplement, bah, parce que c'est une Ferrari qui est pratique. C'est-à-dire que vous pouvez partir en vacances avec, vous pouvez faire des kilomètres avec, c'est pas du tout le même type d'utilisation et d'ailleurs, on peut le voir, avec la Ferrari Luce. Ferrari prévoirait apparemment de faire des crash tests NCAP, donc ça serait vraiment pour montrer que cette Ferrari, elle est sécuritaire et qu'en fait, vous pouvez avoir confiance, quand vous emmenez votre famille et d'ailleurs, en ce qui concerne le design, bah, moi, je pense que tout simplement, pourquoi le design ne nous plaît pas à nous, Européens? Mais parce qu'en fait, il ne nous vise pas directement et moi, je pense qu'en fait, cette Ferrari, elle a surtout pour but d'essayer de développer le segment, de la clientèle, asiatique, qui a un segment, avec un réservoir énorme. Et en Asie, ben, je pense que ça vous a pas échappé, mais quand vous regardez les voitures chinoises justement, elles ont toutes un peu ce type de gueule qui se ressemble et cetera et potentiellement, bah, peut-être que ça intéressera beaucoup plus, les riches de cette population asiatique, plutôt que nous Européens, pour qui c'est un sacrilège en fait. Également, je parlais de crash test. Alors là, c'est pour un autre crash test, c'est que je pense qu'en fait, l'intérieur qui est complètement nouveau et d'ailleurs que j'aime beaucoup, je pense qu'en fait, il a pour but de voir comment, est-ce qu'il peut être adapté après pour d'autres modèles, ainsi que le système audio, hein. En fait, Ferrari, il faut savoir qu'ils veulent reproduire une sorte de son un peu type guitare électrique. C'est-à-dire que pour, expliquer à ceux qui connaissent pas comment fonctionne une guitare électrique, en gros, vous avez, des micros, qui se trouvent après le manche de la guitare et quand vous jouez une note, en fait, bah, le micro va capter la fréquence et après vous la branchez dans une ampli qui va faire ressortir le son, amplifié par exemple fois, j'allais dire fois 1000 par exemple. C'est-à-dire que la guitare de base va pas sonner très forte et avec l'ampli, bah, vous pouvez, moduler le son et en plus de ça, le sortir plus fort et a priori, bah, c'est ce que cherche à faire Ferrari en captant le son, du moteur électrique et en le redistribuant à la fois dans l'habitacle, mais aussi à l'extérieur pour, vraiment faire une expérience de conduite différente. Pareil, ils ont mis des palettes au volant pour justement pouvoir gérer la régénération de freinage et cetera, d'électricité, quand vous freinez. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de trouver, comment faire en sorte que cette Ferrari, elle ait une vraie expérience utilisateur, malgré qu'elle soit électrique. Et ensuite, bah, je pense que ça, c'est assez obvious, mais à mon avis, tous ceux qui achèteront cette Luce, ils vont être bien vus par Ferrari, tout simplement, bah, parce que, le but d'un client Ferrari, à la base, c'est surtout d'aller acheter les modèles les plus rares et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront prêts à acheter cette voiture, même s'ils l'utilisent pas, ils s'en foutent. Ils l'auront dans leur garage, ils auront juste payé un billet de 550 000 parce que eux, ce qui les intéresse après, c'est d'aller chercher des Daytona et des SF80 pour se faire plaisir. Donc à mon avis, il y en a qui n'hésiteront pas à sortir le chéquier pour acheter celle-là. Alors maintenant, je vais vous parler de Ferrari, la vision qu'ils ont pour 2030. Alors faut savoir qu'à la base, Ferrari prévoyait d'avoir 40% de sa gamme qui serait électrique d'ici 2030. Finalement, ils l'ont divisé par 2 pour arriver à 20%. C'est leur objectif parce que je pense qu'ils sont pas fous non plus et qu'ils ont compris qu'il faut pas qu'ils franchissent trop vite le pas et à mon avis, ils veulent surtout être très prudents dans la manière de tester l'électrique, avant d'ouvrir les valves et que ça devienne, la norme. Par contre, ils vont faire beaucoup plus de modèles hybrides, c'est-à-dire que 40% de la gamme serait a priori en modèle hybride et il y aurait quand même toujours 40% de full thermique, en 2030. Ensuite, ils prévoient de faire une moyenne de 4 lancements par an. Alors pour Ferrari, c'est énorme, hein, lancer 4 modèles par an et pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils veulent diversifier pardon, leur gamme et potentiellement toucher de nouveaux clients qui n'avaient pas les mêmes types d'usages, que les clients Ferrari, habituels pour justement avoir un peu les futurs clients de demain qui seront potentiellement plus jeunes, et qui auront des besoins plus de voitures, familiales et potentiellement qui auront une Ferrari très performante dans leur garage. Mais voilà, je pense qu'en fait, clairement Ferrari vise un nouveau type de prospect, dans le futur. Également, il faut savoir que Ferrari ne va pas réitérer d'électrique avant 2028 et ça pour l'instant, c'est 2028 mais ce serait peut-être encore décalé. Je pense que ça dépendra, de comment marche la Luce. Si la Luce marche très bien, bah, peut-être que le modèle sera effectivement en 2028. Si la Luce marche pas bien, ils vont sûrement devoir réfléchir à comment faire et je crois d'ailleurs que le modèle qu'ils veulent sortir, serait une, hypercar électrique, j'avais entendu donc
On verra ce que ça donne, mais a priori, ce serait vraiment, encore une fois, pour viser un tout autre segment. Et tout ça, en fait, dans le but d'atteindre une neutralité carbone en 2030. Alors, quand on dit neutralité carbone, faut voir comment ils vont y arriver. J'ai pas le plan exact. Vu qu'ils produisent encore des véhicules thermiques, il y a fort à parier qu'en fait, ils vont sûrement soit acheter des crédits de carbone à des marques 100% électriques type Tesla, ou alors que dans leur process, eh ben, tout ce qui sera fabriqué sera neutre carbone. Alors, je vais vous parler maintenant donc des points faibles et des menaces par rapport à Ferrari. Alors, le point faible principal que j'ai noté, bah, c'est qu'ils misent uniquement sur le levier des prix et des marges nettes pour croître, enfin pour faire croître le chiffre d'affaires dans les années à venir. Le problème de faire ça, c'est qu'il y a un moment où on peut pas aller jusqu'à l'infini non plus niveau prix, donc bah, faut voir comment ils vont faire et surtout, faut qu'ils arrivent à justifier l'augmentation des prix d'une manière ou d'une autre. Donc comme on l'a dit, bah, pas forcément en proposant des voitures électriques moins bonnes que ce que peuvent faire un concurrent à 100 000 euros. Donc ça, ce sera le grand défi pour Ferrari. Ensuite, bah, il y a vraiment un besoin de valeur ajoutée sur l'électrique. Peut-être qu'ils l'auront et qu'en fait, bah, les voitures électriques Ferrari seront un standard dans les voitures électriques, mais pour l'instant, ils l'ont pas. Ensuite, gros point faible aussi, c'est la sensibilité aux droits de douane. Pourquoi? Bah, parce que Ferrari, comme ils exportent énormément de leurs voitures à l'étranger, ça fait que dès qu'il y a des augmentations de droits de douane, comme par exemple aux États-Unis, forcément, ils sont obligés d'impacter ça sur le prix final bah, pour leurs clients. Et bah, encore une fois, ça limite un peu leur propre pricing power, parce que s'ils doivent déjà faire une augmentation de 15% du prix parce qu'il y a les droits de douane, bah, rajouter à nouveau 10% pour faire croître leur chiffre d'affaires, ça fait que vous avez quand même une augmentation qui est assez importante par rapport au prix de base. Autre point que j'ai mis en menace, alors là pour le coup la question c'est à quel point est-ce que ça peut être vrai ou pas, c'est les réglementations. Par exemple le bruit, l'interdiction des voitures thermiques en ville, etc. Pourquoi? Parce que bah, nous, surtout en Europe, on vit dans un endroit où en fait on adore légiférer et interdire des choses. Alors je suis d'accord que pour certaines choses il faut faire, mais je pense que par exemple c'est comme les vignettes critères dans les villes, c'est des trucs qui avaient aucun sens et en fait c'est juste malheureusement priver les gens d'un droit qui est le droit au déplacement avec leur voiture. Et la question c'est est-ce qu'en 2050 on aura encore le droit de rouler avec des voitures en ville, sachant qu'il y a déjà de plus en plus de villes aussi qui même limitent la manière dont on peut se déplacer dedans. Et par contre, la plus grosse menace pour Ferrari, et j'ai mis la référence de Jaguar, c'est de continuer de faire rêver. Pourquoi? Beh, parce que Ferrari, c'est une marque qui s'est construite sur une légende, et la légende du thermique, si elle commence à disparaître ou à devenir fébrile, et qu'en plus de ça, l'électrique n'est pas au top, ben, potentiellement Ferrari n'aura plus cette image de prestige autant qu'avant, et dans ce cas-là, peut-être que les riches finalement se tourneront vers d'autres marques qui, eux, sont restés plus full thermique ou qui proposent autre chose. Donc on verra ce que ça donne. J'ai parlé des points faibles, mais évidemment, il y a quand même beaucoup de points forts. Le premier, c'est, bah, je pense que Ferrari, c'est le meilleur pricing power du monde actuellement. C'est-à-dire que quand vous avez un prix d'entrée qui est de 240 000 euros et que vous avez une clientèle qui est aussi aisée, bah, en fait, vous pouvez vous permettre d'augmenter même de 100 000 euros le modèle de base. Il y aura toujours des gens pour l'acheter parce que pour eux, ça ne représentera pas grand-chose. C'est-à-dire que acheter une Ferrari 300 000 euros quand vous avez 50 millions d'euros, j'ai envie de dire que vous les refaites assez vite, les 300 000 euros. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment le gros point fort. Autre point fort, c'est la bonne santé financière et le carnet de commandes qui est plein. Ça fait que Ferrari est une marque qui est sereine et qui peut voir quand même les choses arriver à moyen terme. En tout cas, grâce à leur carnet de commandes qui est quasiment plein sur 3 voire 4 ans. Voilà, ça c'est vraiment un point fort. Ensuite, il y a le côté, bah, c'est toujours un bien statutaire et désirable. Ce qui fait qu'il y aura toujours des gens qui voudront acheter des Ferrari, en tout cas pour l'instant, pour ce côté de prestige et pour montrer qu'ils ont réussi dans la vie. Et enfin, ça c'est moi qui note, mais je pense que Ferrari va avoir une vision intelligente de l'intégration de l'électrique à sa gamme. Pourquoi? Parce que contrairement à certaines voitures, bah, par exemple Jaguar, qui veut complètement remplacer toute sa gamme par des voitures électriques, Ferrari ne fait pas cette erreur-là et va garder du thermique pour continuer à faire rêver et avoir des modèles qui attireront toujours des gens. Alors une fois qu'on a vu tout ça, donc la grande question que moi je me suis posée en faisant cette vidéo, c'est est-ce que l'opinion se trompe-t-elle? Tout simplement, parce que en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos qui parlaient de Ferrari, de l'analyse et tout, et je voyais beaucoup de gens qui disaient que la marque, elle était déjà morte, enterrée, et que c'était fini. Alors moi, mon avis, c'est que enterrer Ferrari pour un design, c'est quand même plus subjectif qu'objectif. C'est-à-dire que ça arrive à toutes les marques de faire des erreurs ou même de faire quelque chose qui va pas. Je veux dire, c'est pas parce que Ferrari, par exemple, fait un modèle Ferrari Luce qui, ça se trouve, finalement marchera, que la marque est foutue pour les années à venir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui enterrent un peu trop tôt Ferrari. Ensuite,
Faut pas oublier que c'est surtout les clients qui dépendront de l'électrique et pas Ferrari. Pourquoi? Parce que Ferrari, comme j'ai dit, c'est la fameuse femme fatale. Et tant que la femme fatale a quelque chose à vous proposer qui est intéressant et que vous voulez l'avoir, vous serez prêt à subir son caractère et tout ce qu'elle vous propose pour avoir cette chose que vous convoitez. En l'occurrence, le thermique. C'est-à-dire que tant que Ferrari propose des hypercars et des voitures thermiques, les gens achèteront le nombre de voitures électriques qu'il faut si ça leur permet d'avoir accès à la dernière voiture thermique qui sera encore plus rare parce qu'il y en aura sûrement moins produites dans le futur. Alors là, j'en parlais avant, mais bon, bah, comme je disais, je pense qu'il y a une diversification également de la gamme. Et si la Ferrari Luce existe, c'est juste pour attirer de nouveaux clients et de nouveaux usages. L'électrique va sûrement permettre une sanctuarisation des modèles thermiques, ce qui fait que les modèles thermiques pourront se vendre encore plus cher dans le futur parce que bah, ils seront de plus en plus rares. Donc en fait, paradoxalement, Ferrari est en train de faire encore un... En fait, ils jouent intelligemment pour accentuer le côté rareté du thermique. Donc je trouve que ça, c'est vraiment bien joué. Ben, tout ça me fait dire qu'en fait, les réactions à chaud des gens sont quand même très exagérées. C'est-à-dire que Ferrari, je dis pas le contraire, hein, il y a des défis qui doivent être relevés et ils vont devoir être à la hauteur. Mais je veux dire, il y a pas le feu au lac non plus et je pense que, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de gens qui réagissent, surtout pour, faire du buzz et pour montrer qu'ils sont pas d'accord avec ce que propose Ferrari. Et d'ailleurs, c'est là où j'allais en venir également, mais c'est-à-dire que, nous ne sommes pas les prospects Ferrari. C'est-à-dire que, là, j'ai mis un exemple avec Hermès. Vous avez des gens qui vont être prêts à payer 300 000 balles un jukebox ou un billard. Ça paraît être complètement fou pour des gens, entre guillemets, qui n'ont pas, qui sont rationnels, hein, tout simplement. Mais je pense qu'il y a un stade de richesse où, en fait, on est plus rationnel. C'est-à-dire que, les gens qui achètent des Ferrari, ils sont à un stade de richesse où pour eux, mettre 300 000 balles dans un piano, dans un billard ou dans une Ferrari, c'est pas ça qui va les empêcher de dormir la nuit, même si c'est pas la voiture la plus folle qu'ils pourraient avoir. Je pense que ces gens-là fonctionnent différemment et en fait leur manière de réfléchir sur un achat n'est pas la même que la nôtre qui en fait essayons de au contraire optimiser nos achats pour potentiellement un jour être à la place de ces personnes-là. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Et je pense que le luxe c'est un monde particulier et si on n'est pas dedans, on peut pas le comprendre. On arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo. Alors, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Je pense qu'elle est quand même plutôt longue. Alors, ma conclusion, pour l'instant, je suis au rouge sur l'achat de Ferrari parce que je pense que c'est encore trop cher. En tout cas, mon avis, c'est que tant qu'il y aura du thermique, la marque se portera bien et il y aura pas de souci. Je pense que le mythe sera toujours là. Je veux dire, même les designs, alors on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve qu'il y a quand même des designs qui font même modernes, qui sont quand même très bien réussis. Il faut aussi savoir évoluer avec son temps. C'est-à-dire que Ferrari, s'il propose des designs trop rétro, etc., les gens diront, mais en fait, ils évoluent pas. Donc il y a toujours ce défi-là, en fait, dans l'automobile, de devoir se réinventer. Et bah, je trouve que Ferrari arrive quand même à proposer des choses qui sont intéressantes, même si, évidemment, euh, les modèles qui sortent actuellement seront jamais vus aussi iconiques que les modèles qui sont sortis dans les années 70-80, parce que c'était vraiment l'âge d'or de Ferrari. Mais je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. En tout cas, voilà, moi je pense pas forcément rentrer dessus, comme je disais avant, à cause de l'Union Européenne. Pourquoi? Bah, parce que j'ai peur que l'Union Européenne serre la vis de plus en plus par rapport à tout ce côté thermique, bruit, etc. Et du coup, bah, sur le long terme, je serais plus serein d'avoir une valeur comme Hermès en portefeuille qui a pas autant de défis à remplir que Ferrari. Donc personnellement, je ne prendrais pas le risque sur le long terme. Par contre, si l'action baissait à nouveau et qu'elle se retrouvait, je pense, en dessous des 285 $, là, pour jouer un coup, je serais capable de l'acheter ouais, pour vraiment essayer de faire un coup. Mais moi, je me vois pas la garder en long terme à cause de tous ces défis. En tout cas, il faut savoir qu'au prix actuel, Ferrari a un meilleur potentiel qu'Hermès sur 5 ans. Heu, donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Il faudrait peut-être que je fasse un jour une vidéo Hermès pour vous en parler. Mais si on se base sur la croissance des free cash flow que j'ai fait en scénario et cetera, bah, a priori, Ferrari pourrait avoir une meilleure croissance qu'Hermès. Voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à apporter quand même un peu plus de nuances que, ce que vous pouvez voir d'habitude sur, les vidéos qui concernent Ferrari. Moi, je suis pas un hater de la marque. Après, je suis pas non plus un pro Ferrari, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même un monde où Ferrari peut se faire, démanteler à cause de ce tournant. Advienne que pourra, hein, comme on dit. Si vous voulez avoir du Ferrari en portefeuille, je pense pas que ce soit non plus trop risqué, franchement. C'est pas la valeur la plus risquée actuellement, mais je pense que c'est quand même important d'avoir en tête, tous ces aspects-là, avant de rentrer dessus. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like si cette vidéo vous aura plu. C'était Thomas d'Optimizone et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses. Et si vous avez des actions que vous voulez que j'analyse, bah, mettez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d'essayer de faire une vidéo dessus. Ciao!